Tu t'attendais à Rémi? Tu t'attendais à ce bon croisé? Non, c'est bien pire, c'est bien pire. Enchanté les gars, moi c'est Nokir. C'est moi qui scripte les conneries que Croisé peut dire. Les mêmes conneries qui font Shadow ban sa chaîne. À deux, à deux, à deux. On va pas faire notre Alexandre Astier, on va pas tirer toute la couverture vers soi. Et on est là pour évidemment parler de Camelot volet 2, ouais. Parce que ce bon croisé, aussi cinéphile est-il, n'a pas vu Camelot jusqu'au bout et ne considère pas cette série comme une religion qui ne doit pas être sujette au blasphème qu'est KV2. Camelot, volume 2, première partie, que j'ai vu il y a... Je sais pas pourquoi je fais ça. Il y a une demi-heure. On est à chaud, on est à chaud. Je n'ai rien préparé, je n'ai rien écrit, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Envoie-moi un petit... Envoie-moi ton générique, s'il te plaît, Rémi. Merci. Donc voilà, KV2 qui... alors, je vais spoiler comme... Ah les gars, si vous n'avez pas vu le film, comment on dit JDG là, si vous en foutez des spoilers, je considère que mes couilles... Ouais bon bref, je vais spoiler comme une énorme pute. Une énorme pute. Une énorme pute. Hein, qui ça tape le fond de la glotte quoi. Alors, ce film est mauvais. Mais mauvais, sale. Et je ne parle pas en tant que fan de Camelot. Je parle en tant que... même pas critique ciné. Je ne suis pas critique ciné. En tant que spectateur avec un avis critique, je suis pointilleux sur ce que je consomme. Vous vous rappelez de la vidéo du croisé? On l'avait dit. Soyez attentifs à ce que vous regardez. Ne consommez pas pour consommer. Et malheureusement, je suis tombé dans cette mélasse qui fait que je n'aime quasiment plus rien. C'est de l'aigreur, ça s'appelle, de l'aigreur pour la plupart, et de l'observation pour moi. Ce film ne raconte rien. Attention, ça spoil, prêt, 3, 2, 1, c'est parti. Peut-être les points positifs... Non, allez, je reste sur mon truc. Chaque personnage de ce film n'a rien à raconter. Si le film n'existe pas, ça ne change rien. Rien n'est accompli dans ce film. Je m'explique. Le film nous raconte donc la suite de KV1, qui était pas foufou déjà, j'avais encore espoir qu'on puisse se rattraper, mais il y avait 10 ans d'attente, peut-être que que nos attentes étaient bien trop élevées pour KV1, on a été un peu déçus, je sais que je suis pas le seul, bon, il y avait des trucs à retirer, c'était un peu plus beau, on était content de retrouver nos personnages, machin, ok, bon, mettons. Le 2 commence à la fin du premier. Jusque-là, on est bon. Cependant, il ne se passe rien. On a même peut-être un retour en arrière. Donc on retrouve Arthur après la bataille contre Lancelot. Camelot s'est effondré. On a un mage dont j'ai déjà oublié le nom qui arrive, qui va voir Arthur, qui dit bon les gars, il y a de la magie noire sous Camelot. Va falloir qu'on aille enquêter. Donc il réunit Merlin. Ils partent à 3 mages, Merlin. Ah putain, j'en ai même oublié des noms tellement je suis fâché. Elias de Kellewick. Elias, Merlin et ce nouveau mage vont... Ils entament la première quête du film. Hein. Le KV2 était vendu comme les personnages vont partir en quête, ça y est, c'est la vraie aventure qui commence. On est bien, on attend que ça. Donc les gars partent, ok, de la magie noire, on est des magiciens, on va explorer les ruines de l'ancien Camelot, voir mais qu'est-ce qui se trame. Ok, cut. Attention, préparez-vous parce que des cuts, il n'y a que ça. Hein. Le film est... On a l'impression du format télé, livre 5, livre 6, mais mis bout à bout pendant 2h30. Voilà. C'est des cuts, on part d'une scène, il y a 4 ou 5 quêtes différentes, ça se coupe, ça revient, on revient à ces personnages-là qui sont toujours en train de discuter la même conversation qu'il y a 8 scènes avant. Scénaristiquement, c'est ultra décousu. On va continuer sur le scénar dans un premier temps. Je vais même essayer de structurer pour vous parce que sinon, pour ceux qui connaissent et qui se rappellent de ce format que je faisais à l'époque sur ma chaîne, ça va partir en live. Donc, on a Yvain, je crois, Gauvin, qui part avec 2 autres Gugus, donc j'ai oublié les noms, c'est des personnages de KV1, je l'ai vu qu'une seule fois, ça m'avait fortement refroidi, donc je l'ai pas revu depuis, c'est tout des personnages qu'on nous envoie, alors on s'en bat les
coup, ils n'ont rien à raconter. C'est la relève. La relève, parce qu'il faut placer les gamins. Hein, vous regardez le casting Astier, c'est comme Kojima, c'est à toutes les lignes en fait. Donc bon, ça c'est... Bon, mettons, tu peux caser tes gamins, tu les cases, j'imagine. Bon. Donc Yvain, qui est normalement le duo Yvain-Gauvin, là, donc Gauvin part en quête avec 2 autres Gugus pour trouver Yvain, chevalier au lion. On voit ces 3 personnages qui partent à l'aventure cherchant le chevalier au lion que nous n'avons pas vu depuis 10 ans. Donc depuis l'attaque de Lancelot à l'époque. Livre 5, je crois, fin du livre 5. Et donc ils arrivent dans la forêt. Belle forêt, belle image. Voilà, si on peut retenir, il y a 2-3 beaux plans dans le film. C'est relativement soigné. La photographie, les décors sont relativement cool, pas assez exploités. Il y a beaucoup de plans serrés. C'est tout exigu. On voit pas la grandeur des environnements. Il y a quelques plans qui montrent justement la grandeur des paysages, mais ouais, on avait déjà ça dans le premier film. C'est ok tiers. On s'en fout un peu. Donc ce petit groupe arrive dans une forêt. Ils arrivent à une intersection. Chemin de gauche, chemin de droite, il y a une vanne, c'est ça l'aventure, il y a 2 chemins, alors qu'est-ce qu'on choisit? Et là, tu as ce petit gamin, je sais plus comment, Trevor, il s'appelle Trevor, j'ai retenu, GTA, tout ça, Trevor, et je sais plus qui il est, pourquoi, voilà, qui dit, on s'en fout, on prend à droite, on verra bien ce qui se passe là-bas. Et ils prennent à droite, et cut, j'ai pas souvenir de les avoir revus pendant le film, en tout cas pas faire des choses constructives. Ces personnages reviennent à la toute fin du film, ils sont rentrés au camp de base, de là où ils étaient partis, et ils bouffent. Ils se racontent 2-3 conneries, ils racontent à d'autres 2-3 conneries, leurs aventures. Et bien on est tombé sur plein d'intersections, c'était magnifique, c'était l'aventure. Et il y a un personnage qui dit, oui mais du coup, Chevalier-Lion. Ah, on n'a rien trouvé. C'est même pas une vanne. Les gars lui disent, non mais, ouais, non, on n'a rien fait. Donc en fait, ils n'ont rien fait. Leur quête n'a abouti à rien. Deuxième, qui n'aboutissent à rien, parce qu'on peut finir avec les mages si vous voulez. Donc on les voit pendant, je sais pas, 4-5 scènes au milieu du film où ils s'enfoncent dans des galeries, voilà, ils sont sous Camelot. Attention, faut pas faire trop de bruit, ça va nous tomber sur la gueule. Eh vous, Elias, arrêtez de vous dire des conneries, je vais vous électrocuter, machin. Bon, c'est Elias Merlin qui se fout sur la gueule. Oui, bon, d'accord. On arrive où? Ils arrivent à une sorte de pièce où ils trouvent effectivement un atelier de magie noire ou de nécromancie. C'est encore plus important, ça, c'est de la nécromancie. Mais qui était là? Qui fait de la nécromancie? On ne le saura jamais. En tout cas, pas dans cet épisode-là. 2h30 de film quand même. 2h30 de film pour arriver à cette conclusion. On voit Merlin utiliser la magie pour la première fois. Il a une petite boule, parce qu'ils sont derrière une grille fermée. Merlin sort de son fion, j'imagine, une petite boule. Il la lance par terre, pouf, ça les téléporte de l'autre côté. Ils détruisent le laboratoire. Et là, blague, parce qu'il faut bien une blague. Mais vous n'avez pas de deuxième boule pour ressortir? Bah non. Ah bon, ben on est enfermé là, on est baisé. Donc leur quête n'a mené à rien. Et on n'a pas avancé plus. Ok, il nous a dit oui, il y a de la magie noire sous le château. Effectivement, il y en a. Qui, comment, pourquoi, où est donc Cornicard? Ben, on ne sait pas. Et en plus, ils ressortiront pas de là pour le moment, visiblement. Voilà. On a la quête des 4 Gugus, c'est la nouvelle génération. Je ne connais aucun d'entre eux. Je ne sais plus. Hein, c'est KV1, excusez-moi. KV1 ne fait pas partie de la religion. Hein, c'est un autre testament. Ça fait pas partie du lore Camelot pour moi. J'ai vraiment du mal. Donc voilà, 4 nouveaux protagonistes, les petits jeunes qui partent en quête d'un dragon. Pour le sauver, parce qu'apparemment c'est le dernier, donc ils partent sur la banquise, donc on a effectivement le plan qu'on voit, je crois, dans la bande-annonce avec l'aurore boréale. Ok, c'est beau. Ils jouent très mal, ils n'ont pas de personnalité. Hein. Léodagan, le bourrin, Bort, le peureux, Perceval, un peu débile mais attachant, Caradoc qui pense à bouffer tout le temps. Ils ont des trucs très très définis par personnage. Là, ils s'envoient des genres de phrases un peu random, on comprend pas tout ce qu'ils disent, on s'en fout un peu même de leur vie en fait. Et ils tombent, donc ils sont en train de crever de faim au milieu de la banquise, et ils tombent sur, on dirait Final Fantasy ou Pokémon pour ceux qui jouent à ce genre de jeu. Tu te balades au milieu de la pampa et puis combat. Ben là c'est pareil, ils se baladent, ils sont au milieu de rien, de la banquise, et il y a une petite nénette, une inuite on dirait, qui se radine. Je peux vous aider à trouver le dragon? Ouais. D'accord, ils disent ok, qu'on du pain, je sais pas quoi, bon bref. Ils dorment, ils se font voler par cette même nénette qui les retrouve
lors d'une course-poursuite effrénée, non pas du tout, avec un cut, il retrouve la nénette 100 mètres plus loin, qui est en train de se tirer en marchant, elle vient de les voler, et ils l'attaquent et ils disent bon, on va vous tuer parce que vous nous avez volé, dites-nous où est le dragon, machin, non mais le dragon en fait, il est mort, il a été tué par un type, ou un truc du genre. Et là tu te dis mais c'est tout. Donc il n'y a pas de dragon en fait dans le film. Parce qu'on nous spoil un dragon depuis le début, on veut voir le dragon, nous. On en a entendu dans Kaamelott, parce qu'il n'y avait pas les moyens. À l'époque, on entendait les dragons, les machins, il nous a chié dessus. Oui, ben on veut voir le dragon. Eh ben non, figurez-vous qu'il n'y a pas de dragon. Parce que la nette leur dit, non, en fait. Bon, ben je vais vous tuer. Puis là, les gars se disent, non, mais c'est pas chevaleresque, en fait, de la tuer. Bon. Puis elle se relève, puis elle continue sa route. Qui c'était, pourquoi, comment, où est donc, encore une fois, Ornicar? Cette question ne sera jamais répondue. Ils rentrent comme ils sont venus, ils n'ont rien accompli, ils n'ont rien appris. Si, ne pas tuer quelqu'un à terre, c'est pas chevaleresque. D'accord? Très bien, très bien. Ouais, ok. Léo Dagan, mon personnage préféré, Dame Célie, Arthur, squatte la baraque. On a alors on va passer quand même sur Arthur. J'en suis à combien? J'ai dit à Rémi que je serais pas trop long et c'est déjà 10 minutes, les gars. Je suis désolé, j'essaie de structurer, hein, vous êtes d'accord, mais Arthur, au début du film, ce qu'on voit dans la bande-annonce, j'en parlais à notre bon croisé tout à l'heure, on voit un éclair bleu contre son visage, c'est dans la bande-annonce, c'est une fraction de seconde. Et bien figurez-vous que dans le film aussi, c'est une fraction de seconde, et ça se passe dès les 30 premières secondes du film. 30, j'exagère un peu, 1 minute 30. En fait, ce que vous voyez, c'est Arthur qui cache Excalibur dans un meuble. Il se réveille un matin un peu anxieux, il va voir Excalibur, peut-être si... Je sais pas, vérifier si elle brille toujours, un truc du genre. Il l'ouvre, ça brille, il la referme, il la cache parce qu'il a peur. Il a peur ou il n'a pas envie d'accepter le rôle que les dieux lui donnent. Livre 5, donc, on revient bien en arrière. Hein. Le Arthur qui veut faire l'effort, machin, truc, bon, ben, qui redeviendra héros, c'est pas pour aujourd'hui. Et il va replanter l'épée. En disant, là, fameux qu'on voit dans la bande-annonce, démerdez-vous. Voilà. Démerdez-vous. Et qu'est-ce qui se passe en retour? Parce que c'est un énième affront envers les dieux. Guenièvre passe à côté d'un plumard. Il y a 2-3 éclairs sur une table. Et piouf, elle prend un grand coup de foudre dans la fiche. Enfin, en tout cas, sur le plumard, il me semble. Guenièvre est blessée. Bon, elle soigne. Hein, il se passe rien particulièrement. Elle était. Alors, dans le film, on essaie de nous faire croire. Guenièvre a une réplique du genre c'est vous qui foutez la merde avec les dieux et c'est moi qui me fais foudroyer. Non, non, non. Bah non, visiblement, parce que ça ne. Si la foudre était tombée directement sur le plumard, ça n'aurait rien changé à l'histoire de Guenièvre. Elle est sourde à un moment, parce qu'elle a pris la foudre, ça permet de faire 2-3 vannes du genre qu'est-ce que tu dis? Mais bon, ça ne change rien. La foudre a cependant laissé un message gravé dans le mur de pierre, décryptable en runes, qui dit, je sais même plus ce que ça dit, putain. Ah, ah ben oui, le message dit, l'assassin du roi viendra d'Orcanie. Donc les Orcaniens, le roi Lot, tout ça. Monsieur Rollin va revenir. Pas du tout, Monsieur Rollin n'est pas dans le film. Une énième déception. Et donc, on va faire appel à un espion, j'imagine, pour aller voir en Orcanie si les mecs sont effectivement bannis, parce qu'on apprend qu'ils ont été bannis. Donc Arthur a le doute qu'il soit effectivement retourné fomenter des plans contre lui en Orcanie, parce que les dieux, apparemment, un message des dieux lui indique que son assassin viendra d'Orcanie. Donc il envoie le personnage, le mec qu'il avait retrouvé dans le premier film, les 2 esclavagistes là avec Clovis Cornillac, et l'humoriste maghrébin dont j'ai oublié le nom qui est... Ouais, bref, il est pas bon, il est pas bon, je suis désolé mec, je te connais pas, j'ai déjà vu 2-3 shorts de lui sur YouTube, c'est... Ouais, nique ta mère, machin, bon bref, le mec est pas drôle, mais là, dans Kaamelott, ouais, il est un peu, je sais pas... le jeu est pas ouf, j'ai l'impression qu'il est pas dans son truc. Bon bref, on s'en fout. Donc il envoie ces 3 types. Alors pourquoi eux? Je sais pas, parce qu'il fallait peut-être profiter d'un Clovis Cornillac disponible éventuellement. Je sais pas pourquoi ils ont une importance, parce que c'était quand même des gros enculés dans KV1, puis là ils les engagent pour aller vérifier l'Orcanie. Donc ils y vont, ils croisent Anna, donc la belle-sœur du roi, qui a changé d'actrice. Par Virginie Elfira, je crois qu'elle s'appelle, qui est, on dirait, écoute, la reine de Blanche-Neige. Elle est affublée de maquillage très grotesque, elle est toute coincée au niveau du cou, elle a un regard froid, mais on n'a plus la cruauté viscérale qu'avait l'actrice originale qui interprétait Anna, donc j'ai oublié le nom, désolé, elle était géniale, en plus c'est une très belle femme, et qui était géniale. Là, Virginie Elfira, difficile, elle a 2 frangines qui sont exactement pareilles, les sœurs Tabdur, les sœurs Tabdur qui sont à côté, qui...
qui sont là pour être méchantes. Donc elles enferment les types, donc les esclavagistes, dans le château Orcani. Ils se défendent. Putain, mais les gars, c'est tellement bizarre à décrire, j'arrive même pas à le décrire tellement c'est mauvais. Les mecs vont dormir, ils se rendent compte qu'ils sont enfermés, ils s'en battent plus ou moins les couilles, et là t'as les frangines qui arrivent pour les assassiner dans leur sommeil, et ils se défendent. Il y en a un qui met un piège à loup au sol, ça, la nénette marche dessus, elle se fait à moitié découper la jambe. Clovis Cornillac la regarde, il lui met un grand coup d'arbalète en plein poumon, elle s'effondre. L'autre, elle se prend une lame sous la gorge, puis une patate, ou c'est Elvira. Enfin, elles se font neutraliser comme ça. Donc leur mise en scène pour les attaquer dans leur sommeil ne sert à rien. Leur venue ici ne sert à rien. Si, il y a le personnage, donc le fameux humoriste maghrébin, dont, encore une fois j'ai oublié le nom, qui dit en fait c'est Arthur qui nous envoie, il le dit plus ou moins parce que c'est un débile. Et en fait toute cette scène sert à prévenir Anna que c'est Arthur qui envoie des espions chez elle, au cas où si elle n'était pas encore assez haineuse d'Arthur justement. Donc c'est un plot scénaristique qui est livré au public. Voilà, c'est comme ça qu'elle sait. Elle va se venger, du coup. Mais on le sait qu'elle va se venger. Elle le dit dans le livre 6. On voit la haine qu'elle a, même depuis le livre 5, il me semble. Donc, pourquoi cette scène? Et du coup, oui, bon, ils s'en sortent, ils reviennent, ils ont du fric, puis on les revoit plus jamais. Et franchement, les gars, j'en suis là. Hein, je sais pas quoi vous dire de ce film. Il ne se passe rien. Et donc on a la fin, je vais finir avec ça, désolé Rémi si ça va être un peu long, on a la fin où la Dame du Lac arrive à la taverne en disant Caradoc, j'ai des visions, je vois 3 fontaines en mer Méditerranée, il faut qu'on y aille, c'est important. D'accord. Oui, c'est un message des dieux, Caradoc. Alors pourquoi elle va chercher Caradoc particulièrement? Mais parce que Franck Pitiot n'est pas là. Et Caradoc lui dit, attention, Caradoc lui dit ouais, moi aussi je fais le même rêve. Parce que pourquoi pas, après tout, vu qu'Alexandre Astier fait absolument ce qu'il veut, parce qu'il est Dieu dans l'univers d'Astier et dans l'univers des fans de plus en plus, c'était mon cas à une époque, hein. Je trouvais Astier absolument génial, et depuis que je décrypte un peu l'arrogance absolue du type, ça commence vraiment à me faire chier, parce que il est en train de gâcher sa propre licence, hein, selon lui, selon moi, c'est la licence des fans, du public, c'est grâce au public que Kaamelott est devenu Kaamelott, et non pas grâce à Astier. Vous voyez où je veux en venir, c'est pas tout à fait exact comme formulation, mais monsieur Astier, je veux bien que ce soit votre bébé, que ce soit votre création, mais ça appartient au public, on ne peut pas chier sur la gueule du public comme ça. Donc, Caradoc maintenant a des visions, les mêmes que la Dame du Lac, qui est d'origine divine, hein, quand même, la Dame du Lac. Maintenant, Caradoc a apparemment des visions qui confirment, et c'est pour ça qu'ils partent en quête avec la Dame du Lac et le tavernier. Le tavernier vient pour une raison inconnue. Lui qui est très très attaché à son établissement, non, il le laisse à la disposition de Cadoc. Cadoc, l'acteur qui est venu là récupérer son chèque, il fait là, hé, caca. Et il s'en va, il sert à rien, bref. Ils vont... oh les gars, c'est difficile, c'est difficile. Ils vont donc en quête avec Vennec, ils trouvent... voilà, il y a 2-3 scènes, mou du gland, ou... Ok, en fait, c'est pas Trois-Fontaines, c'est une ville qui s'appelle Trois-Fontaines. Ils y vont, pouf, comme ça, ils apparaissent à Trois-Fontaines. Ils avancent dans une petite ruelle. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de son, il n'y a pas de musique. La musique est absolument absente de ce long métrage. Ils se font attaquer. Fin. Dernière scène. Les gars, je vais aller vite. Hein. Vraiment, il n'y a que ça. Dernière scène. Caradoc est dans une cellule. Il est dans une cellule. Il se réveille. Ah, en fait... Il était entouré par 20 Gugus juste avant qu'il foutait des lames sur la gueule avec la main qui se pose dessus. Tu dis, bon, ils sont vraiment dans la merde, ils se défendent pas parce que Alexandre Astier ne sait pas filmer de scènes d'action. On l'avait vu dans KV1, c'est confirmé dans le 2. Et en fait, la caméra recule et passe à travers une cellule, une autre cellule adjacente à celle de Caradoc. Caradoc fait les gros yeux, genre. Générique de fin. Le film se termine comme ça. Voilà, c'est tout. Le film se termine comme ça. Aucun groupe de personnages n'a accompli quoi que ce soit. On ne sait pas plus ce qui s'est passé que de... Rien. 2h30. Et je n'ai pas parlé de Lancelot. J'ai dit que j'allais finir rapidement, mais je vais essayer vraiment de finir rapidement. Lancelot est à côté du château de Bann, donc du roi Bann. Vous savez, la grande figure spectrale tout en fumée qui fait la taille d'une tour, qu'on voit d'ailleurs dans la bande-annonce, qu'on voyait à la fin de KV1. On s'est dit, wow, enculé, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le roi Bann, ok, incroyable, le père de Lancelot, voilà. En fait, comme tout dans le film est désamorcé, ça aussi, ça l'est.
on a Méléagan qui revient avec Parkinson. Alors, je suis désolé si l'acteur a vraiment Parkinson ou si c'est vraiment du surjeu où il est Lancelot, s'il vous plaît, écoutez-moi. Et puis, on dirait Adolphe en fait. Ça va pas du tout. On sait pas ce qui. Voilà. Et Méléagan fait des vannes maintenant. Méléagan parle comme un peu. Parle le ton de Camelot. Il fait de la vanne. Il fait de la vanne, je sais pas comment vous dire. Le gars sombre qui se traîne, mangeant les feuilles, mangeant la neige, et quand mes ennemis tressaillent, ils savent que je suis de retour. Mais, ben ouais, non, mais là c'est un clown. Là c'est littéralement un clown. À un moment, il dit bon, il va falloir quand même aller buter Arthur. Mais je pourrais demander l'aide de mon père, la grande figure fantomatique qui fait 40 mètres de haut. Et il lui dit le roi Ban. Mais c'est un con. Non, non, mais il sert à rien en fait. Donc en fait, voilà, il sert à rien. C'est vraiment comme ça que ça se termine. La figure fantomatique de 30 mètres de haut ne sert à rien. C'est Méléagan, l'antagoniste absolu qui est possiblement un démon, hein, d'après ce qu'on en comprend. Super ingénieux, froid, qui ne prend pas parti d'ailleurs, qui est juste là pour saborder les gens. C'est largement expliqué. Il est terrifiant dans la série. Là, il fait des vannes et il dit non, non, mais le roi Ban, oui, c'est ton père, d'accord, mais c'est un con. C'était un con avant et là, le fantôme ne sert à rien. On voit Lancelot, père, père, tout le long du film, père, père. Et le spectre qui s'en bat plus ou moins les couilles et c'est tout. Et donc, bon, il faut quand même que tu butes Arthur. Puis Lancelot dit oui, mais il a quand même Excalibur, il a une arme enchantée. Moi, j'ai pas d'arme enchantée. Écoute, trouve-toi une arme et on va l'enchanter. Je vais te montrer comment on fait pour faire de la magie noire. Donc, Lancelot sort un râteau. Ok, c'est drôle, d'accord. Oui, non, pas le. Et puis, il trouve une faux. On se dit, bon, Lancelot avec une faux, vous voulez en venir où? C'est encore une vanne ou c'est un vrai truc cette fois-ci? Plante-la dans la terre et trace un trait avec ton doigt, parce que la chair doit toucher la terre. Tu te dis, putain, c'est simple la magie noire. Putain, il y a des gamins qui doivent faire des folies hein, dans le monde en faisant des trucs pareils. Genre, hein, Enfin bref, j'allais partir sur des vannes à la con, mais donc il plante effectivement cette faux dans la terre, il fait un cercle avec son doigt, cut, 28 scènes plus tard, on revient sur cette même scène, et vous voyez la fameuse main qu'on voit dans la bande-annonce, avec des effets de flammes, bleu, des effets sonores spéciaux, machin, waouh. Et là, Méléagan dit enculé, t'as réveillé un démon de je sais pas quel plan, machin, vite, va te cacher. Et là, tu vois, Méléagan a peur. Méléagan qui a peur. Donc, ça a tendance, normalement, ça aurait tendance à te dire ok, ce démon-là est ultra hardcore si même Méléagan a peur. Mais là, en fait, on voit juste Méléagan qui a peur parce que le démon cherche qui l'a invoqué, j'imagine, donc cherche Lancelot. Lancelot se cache. C'est une putain de partie de cache-cache dans la cour de 6ème. Il se cache derrière un mur, le machin regarde, il n'est pas derrière le mur, il change de mur, il va derrière une tour, le machin regarde, il n'y a pas personne derrière la tour, et pouf, il disparaît. Le démon ultra maléfique invoqué du 7ème sceau des enfers infernaux, machin, disparaît. Il n'a pas trouvé Lancelot, du coup il se casse en fait. Et on voit donc Lancelot sortir l'arme de sous terre qui est maintenant enchantée. Voilà, et c'est plus qu'une faux, c'est une faux avec 3 faux. C'est une Two-Pied Blade. Et la fin du film, c'est Lancelot qui fait tourner son arme, qui la regarde. Oui, mais encore. Mais non, rien. Non, non, c'est tout, ça se finit comme ça. Donc Lancelot, maintenant, a une arme enchantée. 2h30. En fait, c'est ça. Voilà. Je pense que le film a servi à ça. Donc tout le monde loupe sa quête. Lancelot a une arme enchantée. Méléagan est de retour, mais on le savait déjà. Scène post-générique de KV1. C'est tout. Je sais pas quoi vous dire de plus, j'arrive même pas à être drôle en fait. Je pourrais vous faire des vannes, lui c'est branlé les couilles, machin, enculé, ça fausse des arabes, machin. Non, j'ai même pas la force de faire ça. Ce film, c'est un néant absolu. Même la musique qui était géniale dans la série, qui m'a servi de réveil, hein, le générique de Camelot m'a servi de réveil pendant plusieurs années. C'était génial, j'adorais me réveiller juste parce qu'il y avait cette musique-là. Là, la musique est peu, voire pas présente, en tout cas je l'ai pas retenue. Les personnages sont plats, l'histoire est plate, il ne se passe rien. Et là, on va me dire, oui, les deux kirs, c'est que la première partie, nique ta mère. Ça, tu vois, ça m'est sorti du cœur. Nique ta mère. C'est pas parce que c'est la première partie que ça excuse de raconter quelque chose, en fait. Parce que la place est quand même à 12 balles, les gars. Donc quand je vais voir un film, j'aime bien que ça me raconte quelque chose. Là, ça ne raconte rien. C'est une immense introduction qui réintroduit des trucs déjà introduits à l'époque. Voilà. Hop, puis la Dame du Lac, pendant que Lancelot a une arme enchantée, la Dame du Lac disparaît et redevient un ange. Pourquoi? Comment? Où est donc Cornicard? On ne sait toujours pas. Le film est fini. Il y a une scène post-générique.
On voit Arthur dans l'eau, en train de faire... Enfin, c'est pas une blague. On voit Arthur sous l'eau, en train de faire... Je fais bien le bruit de l'eau. Voilà, et c'est... Voilà, fin. Les gens se lèvent, les lumières se rallument. J'ai envie de tabasser le type au popcorn. C'est un autre débat, mais le type au popcorn, là, si tu vois cette vidéo, j'étais là, tu m'as vu à droite, te regarder de travers, avec des yeux rouges, fluo, les cheveux jaunes en train de... Tu m'as vu. Mec, quand tu bouffes du popcorn, tu fermes la bouche en fait, fils de pute, et t'arrêtes de gratter dans le seau. C'est insupportable, surtout quand il y a des scènes silencieuses. Sur ce, je redonne la parole au croisé. C'est tout pour moi, Nokia terminé.